Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Samuel. Merci de m'accueillir dans les locaux de la Fondation de la Prospective et de l'Innovation dont vous êtes le président depuis Une quinzaine d'années. Vous m'accueillez là comme président d'une association modeste qui s'appelle Les Nouveaux Chemins. C'est une association dont ces chemins-là sont constitués de petits cailloux, si je puis dire, qu'on va continuer de jeter, et des cailloux qui d'ailleurs sont aujourd'hui particulièrement chauds. Vous avez remarqué que les Parisiens ne sortaient pas aujourd'hui. On a le sentiment, et tout le monde en parle, que quelque chose se produit qui parle du climat, qui parle de la vie qui change, qui ralentit en plein Paris, et au fond, qui parle d'une époque, une nouvelle arithmétique est née, c'est-à-dire c'est l'époque des plus de beaucoup de moins, et des moins de beaucoup de plus. C'est un peu une raffarinade, c'est-à-dire les plus de chaleur, plus d'incendies, plus de déluges, plus de pluie, plus de vent, et puis des moins de biodiversité, moins de ressources minérales et végétales, moins d'eau du fait des pollutions. Et au fond, sur ce premier point déjà, j'ai besoin de votre sentiment. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'on est dans une nouvelle période de l'humanité, ou est-ce que ce serait simplement peut-être une destruction créative à la schumpeterienne, c'est-à-dire qu'au fond, une période après l'autre? Est-ce qu'on change d'époque, ou est-ce que c'est simplement une étape? Oui, on change d'époque. Je vais y revenir. D'abord, un mot sur le chemin. Le chemin, c'est un mot magique qui est très important. C'est un pèlerin qui vous parle. Car le chemin, c'est le lieu où se croisent la destination et la voie. Et que nous avons besoin des deux pour être équilibrés. Et que sans destination, il n'y a pas de bon chemin, mais il n'y a pas de destination qui n'ait besoin d'un bon chemin. Moi, ancien président de région qui ai vu des manifestations de lycéens, j'ai jamais vu des lycéens sortir pour la planète. J'ai vu sortir pour plus de profs, pour plus de gymnases, pour plus de cours d'anglais. Je ne les ai jamais vus pour défendre la planète. Aujourd'hui, ils sortent pour défendre la planète. Et ça, aussi bien à Philadelphie, à Bangalore qu'à San Francisco. Donc, il y a, je crois, une nouvelle époque. Il faut être conscient que cette nouvelle époque doit être portée par une nouvelle génération. Et vous avez un peu ouvert la voie, Monsieur le Premier ministre, lorsque vous étiez à Matignon de 2002 à 2005, sous l'autorité du président de la République, Jacques Chirac. On se souvient de sa phrase à Johannesburg, la maison brûle et on tourne la tête. Oui. Mais vous-même, vous n'avez pas tourné la tête. Et j'ai en tête ce que vous aviez pu mettre en place, la stratégie nationale de développement durable, la charte de l'environnement, intégrée au bloc constitutionnel, et qui a fait des petits, puisqu'il y a eu une jurisprudence constitutionnelle derrière, des QPC, beaucoup de choses qui ont enrichi ce premier acte. La mise en œuvre de Natura 2000, c'était un choix extrêmement important. La création de l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique. Et puis il y a eu le protocole de Kyoto en 2002, qui est quand même un engagement extrêmement important, qui a donné lieu au plan climat, au premier plan climat et à tous ceux qui ont succédé depuis. Donc vous avez mis quelque chose en place à un moment où, comme vous venez de le dire, l'enjeu climatique n'était pas clairement apparent en fait. Et pourtant, quelques points de repère ont été mis en place. Je mets de côté la canicule de 2003, qui est en face de vos réalisations, montre aussi l'impréparation du pouvoir. D'ailleurs, comme aujourd'hui, à Paris, il suffit de regarder les écoles en France, etc. Elles sont fermées. Et qu'est-ce que vous tirez de ces démarches que vous avez mises en place? Est-ce que vous pensez qu'elles ont produit quelque chose? Je pense que nous avons, sur ce sujet-là, construit un peu une pédagogie de la crise et des changements climatiques. Et notamment, par exemple, vous parlez du protocole de Kyoto. Je me souviens très bien que la Chine était très hostile à ce protocole, alors que la Chine nous a aidés sur les accords de Paris. Et donc, cette pédagogie positive des grands pays s'engageant dans la lutte contre le changement climatique, ça a quand même fait des émules, et on a réussi à convaincre un certain nombre de grands pays de s'engager, et la France a joué un rôle majeur. Je trouve que le consensus de la planétisation des consciences est en train de se développer, et il suffit de passer quelques vacances, comme je le fais à Combloux, en surveillant les glaciers, pour voir que notre château d'eau est en train de se vider. Pourquoi c'est un changement historique? Pourquoi c'est une nouvelle époque? Parce que justement, ça concerne tout le monde. Si ça ne concernait qu'une partie des gens, ce serait une étape de transformation, ce serait une réforme. Là, on est dans un nouveau monde parce que chacun va être concerné, chacun doit maîtriser et réfléchir à l'eau qu'il consomme, à la
études qu'il doit avoir, les protections de santé qu'il faut mener. Ce qui a été très important sur la canicule, au fond, c'est qu'on a pris conscience de la solitude des personnes âgées pendant le mois d'août à Paris. Je ne pensais pas personnellement que des gens étaient dans cette situation, mais aussi parce qu'à l'époque la France était un peu plus provinciale, et qu'en province, les liens de solidarité, de sociaux sont quand même beaucoup plus denses qu'à Paris. Je ne pensais pas qu'il y avait des milliers de personnes qui passaient le mois d'août seules chez elles, quelquefois sans voisins, dans des immeubles souvent vides. Et que ces gens-là ont souffert terriblement et qu'on a découvert souvent leur décès 2 à 3 jours après, avec des hôpitaux qui ne sentaient pas forcément les choses à temps et qu'on a eu du mal à prendre conscience de tout cela. Et si j'avais pas eu les statistiques des morgues qui montraient qu'aujourd'hui, pour faire enterrer quelqu'un, il y avait des délais d'attente incompressibles, on n'aurait pas eu conscience de cette solitude des gens. Donc on était sur un problème de société là. Ce que vous dites là, c'est une très très belle illustration de ce que j'espère, moi, quand je parle de nouveaux chemins, c'est-à-dire que la crise climatique peut aussi favoriser un autre climat social, peut permettre de réimaginer cette vie collective. On parle de sobriété, mais on peut parler de solidarité, on peut parler d'attention. Le climat peut permettre d'inventer des projets sociétaux de vie collective. Qu'est-ce qu'on fait par exemple au niveau international? Les COP se succèdent. Récemment, on avait le sommet des océans à Nice. On a l'impression qu'on en parle beaucoup, et peut-être faut-il en parler beaucoup pour comprendre tout ça, et qu'au niveau international, malgré tout, il y a toujours quelque chose qui coince dans la mécanique. À la fin, ça ne produit pas le résultat attendu. Comment vous comprenez ça? Est-ce que quelque chose le justifie? Est-ce que on pourrait imaginer quand même qu'à un moment, ce que vous disiez sur les enfants, c'est-à-dire cette planète jeune, ces citoyens planétaires jeunes, à un moment soient vraiment complètement représentés, mais rapidement, y compris par des gens qui pourraient être leurs grands-pères aujourd'hui, mais qui ont les manettes entre les mains? C'est un sujet de gouvernance mondiale. C'est parce que le multilatéralisme a été remis en cause, et est complètement remis en cause depuis quelques années, notamment par le mode de fonctionnement de l'Organisation des Nations Unies, la destruction, d'une certaine manière, des approches multilatérales de l'OMC. Donc, au fond, tout l'appareil né en 1945 du multilatéralisme, c'est-à-dire de la gouvernance mondiale, s'est disloqué. Et alors, non seulement les pays qui ont construit 1945 ne sont pas forcément aujourd'hui les plus forts, et donc il y a des problèmes sérieux de réforme du multilatéralisme, mais tant qu'on ne sera pas capable de réformer le Conseil de sécurité, tant qu'on ne sera pas capable de donner à l'Assemblée générale de l'ONU les vrais pouvoirs, tant qu'on ne sera pas capable de résoudre par des organisations internationales les tensions internationales, on n'aura pas de mobilisation pour défendre la planète, parce que chacun ne fait que de défendre ses égoïsmes. La grande faute qu'on peut considérer de M. Trump aujourd'hui, c'est d'organiser les rivalités du monde sans donner des perspectives de consensus. S'il faisait tout ça en disant « mais nous avons des objectifs communs à 15 ans, à 20 ans, si en 2040 nous avons des positions communes », mais a priori en 2040, la Chine et les États-Unis doivent avoir des positions communes. Si on cherchait quelles sont ces positions communes, des positions de paix, des positions de gouvernance mondiale équilibrée, d'un multilatéralisme rénové, on essaie d'avoir une vision qui soit une raison de nous rassembler, on pourra traiter nos rivalités. C'est normal qu'il y ait des rivalités. Les voitures allemandes ne sont pas les voitures américaines, donc c'est normal qu'il y ait des rivalités. On ne fait pas de ce quotidien de rivalité une perspective politique, une ambition pour la planète. Ces rivalités, il faut les traiter dans le cadre de discussions qui sont des questions stratégiques, des questions de vision, de politique avec un grand P. Et ça, je pense que c'est très important. Pour ça, ça passe, je crois, par probablement une réforme de l'ONU, sans doute, peut-être, commençons par une rédaction de la charte et demandons aux jeunes générations de participer à l'actualisation de la charte des Nations Unies. Ce que fait Trump avec les tarifs et les douanes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stupide, c'est-à-dire de construire des barrières dans un monde où on voit bien que ni la chaleur, ni la pandémie ne respectent les frontières. Donc on voit bien qu'il nous faut une gouvernance mondiale, et c'est ça qu'il faut travailler. Et ça, peut-être que les jeunes générations pourraient participer à ce travail, que tous les lycées de France et d'Europe travaillent à la rédaction. Oui, vous êtes à la tête de cette fondation qui travaille au quotidien à l'amitié entre deux grands peuples d'histoire, la France et la Chine. Est-ce que dans ces démarches-là, il y a une part que vous réservez à cette réflexion sur le développement durable?
Est-ce que ça peut être un axe de coopération un peu structurant pour les années qui viennent, de réfléchir à cette façon d'orienter la coopération économique, éducative, culturelle entre nos deux pays? Quels sont les objectifs que nous devons atteindre? Commençons par les objectifs avant de parler tout de suite des mesures. Parce que sur les mesures, nous serons en rivalité, sur les objectifs, nous serons en adhésion. Donc il faut partir des objectifs pour aller aux mesures. Et donc là, nous voulons travailler sur ces questions-là et les Chinois sont tout à fait d'accord. Mais il faut nous muscler. Et pour se muscler, il faut connaître, il faut discuter, il faut pouvoir essayer de maîtriser un certain nombre de sujets. Regardez ce qui se passe sur le véhicule électrique. Ça fait plus de 30 ans que j'ai fait La Rochelle-Poitiers en véhicule électrique avec Michel Crépeau. Nous avions il y a 30 ans toute la technique qui était possible. Et au fond, on en a parlé pendant 30 ans. Pendant 30 ans, eux, ils ont construit. Et aujourd'hui, nous en voit des voitures qui sont construites. Mais parce qu'ils sont entrés en application, parce que c'est un peuple très travailleur, c'est un peuple qui innove considérablement. La Chine, c'est un paradoxe permanent. Si vous regardez la Chine de l'immobilier, la Chine des collectivités territoriales, vous dites « Ah, la Chine est en crise ». Regardez les financements, la Chine est en crise. Si vous regardez l'hydrogène, le spatial, le véhicule électrique, oh, la Chine est performante, la Chine, les centres de recherche, l'innovation, la médecine, la prévention du cancer, ils sont en avance sur le monde entier, tout ça. Donc ils ont des côtés traditionnels et des côtés difficultés, et ils ont des côtés qui sont très performants. Ça a toujours été le yin et le yang dans l'histoire de la Chine. Donc moi, ce que je dis, ma génération a eu la chance d'être prévenue de ce que serait la domination américaine. Avec le défi américain, Jean-Alexandre Schreiner, avec le rôle de l'Express, toute l'élite de l'époque a été formée à cette vie commune avec les États-Unis. Aujourd'hui, personne n'est formé à la vie commune que nous aurons avec la Chine. Donc il faut essayer d'apprendre. C'est ce que fait la Fondation. Et je pense vraiment que c'est la planète, parce que sur ce sujet, les Chinois ont le même discours que nous. Ils auront sans doute des attitudes différentes dans l'opérationnalité, mais puisqu'il y a un discours commun, c'est-à-dire la maison commune de ce monde, c'est, je crois, ce qui doit dépasser les frontières et cette guerre des tarifs. Sur quoi repose en fait tout ce projet de développement hyper consommateur, hyper mangeur d'énergie? C'est que tout ça obéit à une espèce de réflexe archaïque du cerveau humain, qui est cette espèce de circuit de la récompense, par lequel en fait l'homme s'est toujours distingué des autres animaux parce qu'il a toujours su se protéger, chercher le plaisir, accumuler, etc. C'est ce qui nous amène un peu à la chute. Et les neuroscientifiques nous disent ça, c'est cette partie qui s'appelle le striatum du cerveau. Et en fait aujourd'hui, il s'agirait de convaincre le striatum que le bonheur ne passe plus par l'accumulation, par la richesse, par la surconsommation, etc. Et j'en viens donc à ma question, qui est celle de l'éducation. Au fond, je crois qu'il y a un gros travail à faire qui a été un petit peu engagé il y a quelques années au sein de l'éducation nationale, mais qui doit, à mon avis, être beaucoup plus structurant. C'est effectivement travailler sur la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui marchent dans l'éducation. Quand vous voyez l'éducation de loin, vous l'aimez guère. Quand vous la voyez de près, vous l'aimez davantage. On l'adore même. Oui, on peut même l'adorer. C'est par des formes de décentralisation qu'on pourra essayer de s'en sortir. Parce qu'au fond, la centralisation supporte l'idéologie, car c'est avec l'idéologie qu'on centralise, alors que la décentralisation impose un peu de pragmatisme. Je pense qu'il y a probablement à trouver le bon équilibre en effet entre l'autonomie de gestion des établissements, sachant qu'en effet les chefs d'établissement, c'est des métiers d'une complexité inouïe, parce qu'ils ont tous les acteurs évidemment de leur hiérarchie, mais les acteurs extérieurs territoriaux, ils sont au milieu les parents qui sont très exigeants, et des difficultés aujourd'hui avec des enfants qui sont particulières. C'est un métier très difficile. Cette autonomie, elle me semble importante, mais en même temps, il me semble qu'il manque à l'éducation nationale quelque chose qui est de l'ordre de la transversalité des savoirs, de la transdisciplinarité. En fait, on ne le fait qu'en primaire. Je pense que l'intelligence artificielle, qui rend la connaissance technique verticale accessible à tout le monde, devrait favoriser cette horizontalité de la pensée de l'éducation. Alors d'abord, je crois vraiment que beaucoup de nos sujets trouvent une réponse dans l'œuvre éducative. D'une certaine manière, dans l'œuvre éducative tout au long de la vie, d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est des choses qu'il faudrait enregistrer. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour la paix. Il y a des écoles de guerre, il n'y a pas d'école de paix. Il n'y a pas d'école sur ce qu'est la diplomatie, sur ce qu'est les atteintes à la dignité. Très souvent, la violence prend sa source dans une atteinte à la dignité, quelque chose qui apparaît inacceptable à l'individu. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir connaître comme ça.
Et donc je trouve qu'il faudrait, si ce n'est des écoles de paix, en tout cas une discipline de la pédagogie de la paix. Et la pédagogie de la protection de la planète, c'est quelque chose qu'il nous faudrait enseigner en quatrième tout au long de l'enseignement. Au moins, piloter sa propre vie, c'est quelque chose de méritant. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se pilotent pas eux-mêmes. Le vrai humanisme, c'est de se piloter soi-même et d'avoir trouvé les outils de son propre pilotage. Mais c'est vrai qu'il y a des choses. Combien de fois, je donne des cours à l'École supérieure de commerce de Paris, l'ESCP, combien de fois je vois des gens talentueux, qui ont plein de connaissances, mais qui ne sont pas capables de parler en public. Quelquefois, je vois d'ailleurs des gens capables de parler en public, qui n'ont aucune connaissance, qui parlent vraiment en disant n'importe quoi. Mais je pense que l'expression, il y a beaucoup de choses qui sont là, ce qu'est la stratégie, ce qu'est la notion de la légitimité, ce qu'est la notion de la crédibilité, il y a beaucoup de choses qu'on devrait apprendre. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, notamment dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler la planétisation, notamment là, je crois qu'il y a une horizontalité qu'il faut en effet défendre. Donc on est sur quelque chose qui nous amène vers un concept, moi, auquel je suis attaché, et qui est un peu le fondement de l'association. Pour moi, c'est l'idée de symbiose. Est-ce que vous pensez que la France, avec ce profil si particulier qu'elle a, c'est-à-dire ce petit pays, mais qui est en même temps la deuxième zone économique mondiale, qui avec ses territoires d'outre-mer, a un espace de connaissance du monde et de la vie, et d'exploitation, de recherche, un potentiel absolument incroyable, peut-être le plus grand mondial en fait. Est-ce que la France peut prétendre jouer ce rôle vers l'universel qu'elle a toujours aimé jouer dans son histoire au fond? Ce qui est important dans le monde d'aujourd'hui, c'est de convaincre les Français qu'ils auront leur part de l'avenir. Par exemple, on a montré qu'en termes de régulation, on n'était pas les plus mauvais. Donc sur l'intelligence artificielle, on peut travailler avec n'importe quel pays sur certaines formes de régulation et sur la protection de la personne, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et qu'il y a un certain nombre de peuples dont la personne n'est pas l'objectif numéro un. En Chine, l'objectif numéro un, c'est le groupe. On préfère la famille, on préfère l'entreprise, on préfère les structures, et évidemment le parti. Chose égale par ailleurs, pardon, je vous coupe, en France, contrairement aux États-Unis, on a la République qui a fait de nous une partie du groupe aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais la République, elle a fondé quand même son principe sur 1 égale 1. Et 1 égale 1, c'est pas une égalité de capacité, c'est pas une égalité de moyens, c'est une égalité de dignité. Et cette égalité de dignité, c'est ça un peu la dignité de la France. Car le fond de l'affaire pour un pays aujourd'hui, c'est de se dire pourquoi un jeune Singapourien aujourd'hui aurait du respect pour la France. Pourquoi un jeune Chilien serait intéressé par ce que dit la France. C'est pas par des déclarations au G20 ou au G7, c'est par la capacité d'être sur des sujets et d'être leader sur des sujets qui sont les sujets de l'avenir. Et je pense que si nous étions les premiers à faire une éducation sur la planétisation des politiques, ou je ne sais quoi, enfin, pour trouver la bonne pédagogie, tout ça, là, nous prendrions de la puissance. Il faut vraiment se dire à quoi peut servir l'Europe. Aujourd'hui, à mon avis, il y a 2 sujets qui sont les sujets sur lesquels l'Europe peut prétendre à un leadership mondial. Un, c'est justement les questions de développement durable, les questions de planétisation. Sur ce sujet, les accords de Paris sont sur notre continent, on a fait un certain nombre de preuves, on est plutôt dans ceux qui font le plus. Donc restons leaders sur ce sujet et construisons une pensée de la Constitution qui intègre ces préoccupations. Allons dans cette question-là. Et puis, trouvons un autre sujet qui est un sujet industriel. Là, on est sur un sujet plus politique, qui là, il nous faut un sujet plus économique. Et de mon point de vue, ma proposition, ce serait sur 30 ans d'avoir un sujet comme les transports. Et si on avait un programme à 30 ans, je pense que les 2 priorités de ce programme à 30 ans, ce serait le ferroviaire partout dans le pays et ce serait l'éducation dans toutes les classes de ce que j'appelle la planétisation, c'est cette vision de la planète que quand j'ai commencé la politique, nous n'avions pas. La planète est devenue un objet politique aujourd'hui, elle n'était pas un objectif il y a 30 ans. Et donc je pense que c'est dans cette ligne-là qu'on pourrait créer. Et si nous étions les champions du monde en matière de planétisation et les champions du monde en matière de mobilité compatible, durable, là, je pense que nous pourrions
avoir une autorité. Et que le jeune Singapourien, quand il verrait les questions de pollution, quand il verrait un certain nombre de sujets qui le préoccupent, de santé, tout ça, il se dirait finalement, il y a un continent qui a écouté les règles de la vie et qui en tient compte, c'est le continent européen. Donc je pense que c'est très important. La puissance de la France, le rayonnement de la France, c'est la capacité à maîtriser, non pas d'être bon partout, mais d'avoir sur quelques sujets un leadership européen, un leadership français.